J'avais une discussion avec une amie cet hiver dans une retraite de yoga au Guatemala, puis mon amie, elle m'a partagé que le moment où elle a commencé à faire de l'anxiété, c'est le moment où elle a commencé à avoir de l'ambition. C'est bien d'en avoir de l'ambition parce que c'est motivant, puis si t'en as pas, un peu comme je disais tantôt, tu sais, il faut évoluer. Mais je pense qu'il faut garder un équilibre dans notre ambition parce que si on la pousse trop loin, ça peut devenir rapidement anxiogène. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Béatrice Vallière, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Hey, merci à toi de me recevoir. Et ça fait plaisir depuis le temps qu'on en parle. Je sais. Puis, pour commencer, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que tu as fondé ta propre agence marketing qui s'appelle Vitamine B. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir avoir ta propre agence, en fait? Je dirais que à la base, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en moi. J'étais la petite fille qui avait son stand de limonade au coin de la rue l'été. Là, tu vois le genre. Puis, pendant mes études universitaires au bac, j'ai eu une première entreprise, un OBNL, avec 2 autres personnes. Puis là, j'étais en train de terminer ma maîtrise, puis je me disais... J'ai fait une maîtrise en marketing. Donc, je me disais, bon, je vais aller me trouver un emploi en marketing. Est-ce que je me trouve une job? Est-ce que je me lance une nouvelle entreprise, mais en marketing? J'avais comme plusieurs options. Puis, j'ai eu une discussion vraiment déterminante avec une de mes amies qui venait tout juste de lancer son entreprise à elle. Puis, elle m'a dit, Béa, dans le fond, pourquoi t'hésites? Est-ce que c'est parce que t'as peur que ton plan A fonctionne pas assez, donc tu veux avoir un plan B? Mm-hmm. Puis là, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait « ben non, j'ai pas besoin de plan B, je crois en moi, tu sais, je sais que je suis capable. » Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme pris la décision un peu de faire le grand saut. Puis de me lancer, j'avais déjà quelques clients comme pigistes, je dirais, là, pendant mes études. Puis là, j'ai rien à perdre. Donc, je me suis lancée. Puis à la base, c'était vraiment pour la liberté. Pour faire son horaire, prendre ses propres décisions. C'était vraiment ça ma motivation première, pouvoir cultiver mon équilibre au quotidien à ma façon. Puis, ça a comme été très intuitif. Je me suis lancée, puis ça a été étape par étape. Ouais. Puis le nom Vitamine B, comment tu l'as eu? Ah, tout le monde me pose la question. C'est le premier nom qui m'est venu en tête quand je me suis posée puis que je me suis demandé comment je vais appeler mon entreprise. Je sais pas pourquoi. C'est comme vraiment venu aussi intuitivement. Puis après ça, je réfléchissais, je me disais, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Puis là, j'avais plusieurs options, puis je revenais toujours à Vitamine B. Puis je dirais en fait que le mot vitamine, c'est un petit peu pour décrire l'approche qu'on a. On offre un service qui est dynamique, qui est vitaminé. Tu sais, quand on pense à une vitamine, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, qui nourrit le système. Puis ça décrit pas mal ce qu'on offre comme approche, comme service. Fait que je dirais, tu sais, il n'y a pas de grosse histoire derrière le nom. C'est vraiment le premier qui m'est venu en tête. Puis B, pour Béatrice, mon prénom, évidemment. Puis même après 3 ans et demi, les gens me disent souvent, mon Dieu, ça fit. T'sais, on trouve que le nom est vraiment bien aligné avec votre image puis ce que vous dégagez. Donc, voilà. C'est ça exactement, parce que je te regarde en tant que personne, je te trouve tellement pétillante et juste merci. Tellement comme joyeuse. C'était juste une bonne énergie. Fait que je pense que Vitamine B, ça fit parfaitement. Puis tu parlais justement que vos services sont dynamiques et tout ça, mais qu'est-ce que tu offres comme service? Puis comment est-ce que tu te distingues sur le marché des agences de marketing? Parce que je sais qu'il y en a énormément, des agences. Ah oui, il y en a énormément. Puis il n'y a pas juste beaucoup d'agences, il y a aussi beaucoup de pigistes, beaucoup de travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, moi, je dis beaucoup qu'en ce moment, la demande en marketing, elle est exponentielle. Là. Tout le monde a besoin. Fait qu'il n'y a pas vraiment de compétition, à mon avis. Là. Il y a de la coopétition. J'aime mieux utiliser ce terme-là parce qu'on sépare le marché. Tu sais, au final, tout le monde a besoin. Il y a du travail pour toutes les agences. Mais évidemment, il faut arriver à se démarquer si on veut parler à notre client cible. Chez Vitamine B, j'aime bien dire qu'on ne fait pas de compromis entre la créativité, la structure puis l'humain. Fait qu'on a vraiment un service 360 autour des médias sociaux. Fait que nous, on est vraiment spécialisés sur tout ce qui est Facebook, Instagram, LinkedIn, le volet organique. Donc, nous, on n'est pas une agence de pub qui va faire de la pub payante sur Meta, par exemple. Nous, on va vraiment animer les communautés de nos clients.
Donc, on crée le contenu organique. Puis pour faire ça, ben on peut aussi créer du contenu photo, vidéo. On peut faire de la gestion de communauté. Fait que c'est vraiment des stratégies, une approche 360 pour aider nos clients à rayonner sur les différentes plateformes puis avoir une présence qui est crédible. Fait que ça, c'est pas mal notre offre de service. Puis comment on se distingue? Ben c'est ça, c'est qu'on fait pas vraiment de compromis. Donc, on est hyper créative, mais aussi vraiment organisé. Tu sais, des fois, c'est deux qualités qui sont comme un peu opposées. Puis nous, ben en fait, on a vraiment des processus très bien structurés. Donc, nos clients perdent pas de temps. Nous non plus. On est super efficace. Puis, ça nous permet de sauver du temps pour pousser nos concepts plus loin puis être plus créatifs. Puis, ce que j'explique aussi à nos clients potentiels, c'est que même si on est à l'externe de leur entreprise, nous, notre approche, c'est comme si on faisait partie de ton équipe. Donc, au niveau de la disponibilité, au niveau de la flexibilité, on essaie vraiment de s'imprégner de l'univers de nos clients, apprendre à les connaître. On bâtit des relations de proximité aussi. Tu sais, moi, je deviens amie avec plusieurs clients. J'arrive de dîner justement avec une cliente aujourd'hui. Fait qu'on est proche de nos clients puis on aime ça comme ça. Fait que je dirais que c'est ça qui nous distingue. Puis, est-ce que tu as plus de clients qui sont des entreprises? Ben, techniquement, ce sont tous des entreprises, mais je veux dire, des organisations avec plusieurs employés, ou bien est-ce que tu es plus aussi avec les gens qui sont des travailleurs autonomes et tout ça? C'est très diversifié, mais je te dirais que de plus en plus, on est avec des entreprises plutôt que des travailleurs autonomes. On fait aussi de la marque personnelle chez Vitamine B. Fait que, tu sais, là, j'ai parlé des médias sociaux. Oui, les entreprises ont des pages, mais on a aussi tous nos profils personnels, Instagram, LinkedIn, par exemple. Donc, moi, j'accompagne aussi les entrepreneurs puis les travailleurs autonomes à structurer leur présence, leur propre marque personnelle pour rendre ça cohérent avec leur marque d'entreprise, puis aussi pour créer un effet de levier. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, je connecte davantage avec des humains sur les médias sociaux plutôt que des entreprises. Donc, on peut faire passer la marque personnelle dans une marque corporative, mais ce qui est le fun, c'est aussi de la faire vivre en parallèle. Donc, vraiment d'avoir la marque fondateur ou la marque des employés clés de l'entreprise, des gestionnaires, l'équipe RH. Donc, ça aussi, on le fait. Donc, on travaille, oui, avec les entreprises, mais aussi directement avec des individus. OK. Puis le sujet de la marque personnelle, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la vie. Comment est-ce qu'on peut la bâtir? Si jamais tu avais des conseils à donner à des personnes, en fait, qui essayent de bâtir leur marque sur LinkedIn, Instagram, TikTok et tout ça, parce que on le sait que c'est un marché qui est ultra compétitif. Il y a des vidéos qui sortent à chaque seconde, chaque milliseconde. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on reste dans l'esprit des personnes qui nous voient? C'est vraiment une bonne question. La première chose que je vais te répondre, pas mal tout le monde le dit, mais l'authenticité. Vraiment rester soi-même. Si on essaie d'être quelqu'un d'autre, premièrement, ben c'est pas viable à long terme parce que on n'est pas dans une bonne énergie quand on va un peu à contre-courant de notre propre personnalité. Puis je pense aussi que on vient avoir un manque de cohérence entre notre marque en ligne puis notre marque en personne. Parce que la marque personnelle, c'est pas juste sur les médias sociaux. Faut dire qu'on l'incarne quand on est dans des événements réseautage, quand on donne des formations, des conférences. Puis si ce que les gens voient en ligne, ça concorde pas avec ce qu'ils voient en personne, il y a une certaine dissonance qui vient se créer. Fait que l'authenticité, vraiment rester soi-même, puis ce qu'on vend en ligne, c'est la même chose que ce qu'on dégage en personne. Ça, c'est hyper important à mon avis. Puis après ça, ben, c'est de rester pertinent aussi. Tu sais, la marque personnelle, c'est pas juste de se vanter puis parler de nous. C'est aussi d'outiller les autres, d'inspirer les autres. Fait que je pense que faut le voir comme un peu un dévouement aux gens qui vont consommer notre contenu. Moi, je crée du contenu beaucoup pour moi, mais je me dis tout le temps, est-ce que cette publication-là est pertinente pour les gens qui me lisent? Puis si la réponse est oui, ben, c'est du contenu qui vaut la peine d'être créé puis d'être diffusé aussi. Fait que je dirais authenticité puis pertinence, vraiment. Puis admettons, là, j'aime prendre comme exemple en tant que tel. On fait une étude de cas. Parfait, c'est bon. Faisons ça. Donc, moi, sur Instagram, comme tu le sais, je fais toutes mes publications et ça m'a pris énormément de temps avant de trouver ma marque. J'ai finalement compris que je devais regarder plusieurs images sur Pinterest pour regarder mes comptes Instagram préférés, prendre des notes, savoir comment est-ce que moi, je peux le réappliquer puis le faire à mon image. Mais en tant que tel, est-ce que c'est correct de faire des essais-erreurs lorsque tu cherches ta marque personnelle, de commencer dans une certaine direction, de pivoter et tout ça? Comme, c'est quoi l'impact que ça a? Parce que des fois, moi, je me demande si les gens vont être comme « Oh my God, est-ce qu'elle change trop souvent sa marque? » Mais vu que je me cherche, j'ai comme aussi pas le choix. Donc, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut trouver un certain équilibre. Parce que ne pas évoluer,
ça serait mal. Parce qu'au final, si tu stagnes, tu te réinventes pas, les gens se tannent. Puis les médias sociaux, on s'entend, ça évolue hyper rapidement. Il y a plein de tendances qui sortent, qui partent, qui reviennent. Fait que c'est important quand même de se garder up-to-date. Pardon l'anglicisme. Mais je pense aussi qu'il faut garder une certaine base, un certain noyau. Quand je dis rester nous-mêmes, notre essence en soi changera jamais. Mais on peut aller acquérir des nouvelles compétences, vivre des nouvelles expériences. Puis ça, je pense que c'est important de le mettre de l'avant. Fait que c'est correct de pivoter. Faut juste que ça soit cohérent puis que, les gens, quand ils nous suivent, il y ait quand même des points de repère. Parce que sinon, on n'est pas capable de rester dans leur tête. Parce qu'il faut toujours recréer une nouvelle reconnaissance à la marque. Fait que je pense que c'est de garder un certain équilibre. Fait que, pivote pas à chaque mois, mais tu peux peut-être pivoter 1 fois par année, 2 fois par année, Puis pivoter ne veut pas dire tout changer. Ça peut être d'améliorer, Ouais. Puis c'est quoi la différence entre branding et marketing? Oh, excellente question. Moi, je suis pas une spécialiste de branding, je suis pas une designer, mais j'expliquerai la différence entre les deux. Le branding, c'est vraiment donner une personnalité puis créer une identité autour d'une marque. Le marketing, c'est vendre cette identité-là. Fait que la rendre visible, la faire voir auprès de la bonne audience, le bon public cible, c'est tout ce qui est la vente. Fait que dans le fond, le branding, c'est un peu comme la création. Puis après ça, le marketing, c'est de vendre cette création-là. Je l'expliquerai comme ça. Puis toi, comment est-ce que tu as fait pour amener l'aspect marketing dans ton agence puis faire en sorte que, oui, naturellement, tu avais déjà des clients en tant que pigiste, mais comment est-ce que tu as fait pour faire connaître Vitamine B à justement plus de personnes? Ouais, bonne question. Puis c'est drôle parce que on se la pose pas souvent, fait que des fois, faire un retour en arrière, c'est le fun. Je dirais, à la base, j'ai toujours exploité ma marque personnelle. Fait qu'à partir de l'université, je faisais déjà des publications sur LinkedIn, beaucoup moins qu'aujourd'hui, on s'entend. Mais ma marque personnelle a toujours été vraiment présente. Fait que je dirais ça a été un gros point tournant. Si j'avais pas eu le réseau que j'ai eu en lançant Vitamine B, un réseau que je me suis bâti à l'université, dans mes emplois intérieurs, j'aurais probablement pas décollé aussi vite. Fait que vraiment, réseau, marque personnelle, moi, ça a été comme mon atout numéro 1, je dirais. Puis ça a pris quelques mois avant que je lance les médias sociaux de Vitamine B. Fait que moi, quand j'ai lancé la business, on était en février. Puis j'ai lancé les médias sociaux en juin. Excuse-moi, c'était en quelle année? 2000, j'ai toujours de la misère avec l'année. 2022, si je me trompe pas. Ça fait maintenant 3 ans et demi. Là, on est en 2025. Fait que février, puis j'ai lancé les médias sociaux en juin. 2 raisons pour ça. La première, c'est parce que je voulais prendre mon temps. Je voulais créer du contenu d'avance pour que quand je commence à publier, ça soit facile de garder ma constance. Parce que quand tu es tout le temps dernière minute, des fois, ça vient... C'est vraiment difficile. Fait que je voulais être d'avance. Puis c'est aussi parce que je voulais avoir des choses à montrer. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais quelques clients, mais j'avais envie de montrer des réalisations. Fait que j'ai pris mon temps. Puis ça a même pris 1 an et demi avant que j'aie un site Internet. Même peut-être plus. Peut-être 2 ans. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir tous les outils numériques en place pour lancer sa business. Honnêtement, t'es mieux de te concentrer au début sur un canal puis de l'exploiter à fond plutôt que d'essayer de lancer des perches sur 3-4 outils différents puis finalement le faire à moitié partout. Fait que commencer par ma marque personnelle, mon réseau. Ensuite de ça, les médias sociaux de Vitamine B. Puis moi, j'aime m'impliquer dans la communauté, que ce soit de manière bénévole ou en donnant des conférences. Fait que ça aussi, je pense que ça m'a vraiment permis de faire connaître l'entreprise auprès de mes clients cibles, en donnant des ateliers, des formations gratuites au début, beaucoup. Fait qu'un mélange de tout ça, je dirais. Puis en tant que tel, moi, honnêtement, le fait que tu dises de se concentrer sur une plateforme, c'est ce dont j'ai le plus de difficultés en général. J'ai l'impression que je dois être partout, tout le temps. Je suis comme Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. On dirait que des fois, je sais plus où mettre la tête. Mais admettons, si tu avais à définir sur Insta, LinkedIn, TikTok, quel genre de contenu fonctionne le mieux par plateforme? Est-ce qu'on devrait, admettons, faire une publication qu'on peut réutiliser sur les 3 ou est-ce que ce serait bien d'avoir de la diversité? Je vais te répondre une réponse très plate. Ça dépend. Je dis ça à tous mes clients, tous les clients potentiels. Ça dépend. Ça dépend des ressources que tu as. Ça dépend du temps que tu as aussi. Puis ça dépend de c'est quoi tes objectifs, OK? Puis c'est de quelle clientèle tu cibles. Parce que TikTok, oui, c'est trendy, mais genre, les gens que tu cibles, est-ce qu'ils sont vraiment là? Puis s'ils sont là, ils vont-tu avoir envie de consommer ce que tu as à leur partager sur cette plateforme-là? Parce que c'est ça l'affaire. Quand tu es sur LinkedIn,
tu t'attends pas à consommer le même contenu que quand tu es sur Instagram ni sur TikTok. Chaque plateforme a ses utilités, OK? Fait que moi, je dis toujours, TikTok, on est beaucoup dans l'humoristique, le storytelling, on est dans les trends. C'est vraiment du contenu léger, mais on peut aussi être dans du contenu éducatif, là. Instagram, c'est plus inspirationnel. C'est une plateforme qui est très esthétique. De plus en plus, qui ressemble à TikTok, on s'entend, parce que là, on dirait que TikTok commence à run the world. Puis LinkedIn, on est un peu à l'opposé. On est dans un réseau très professionnel, réseautage, opportunités, fait qu'on est plus dans le corpo. Quoique LinkedIn a vraiment évolué dans les dernières années. On voit de plus en plus de posts qui partagent des trucs de la vie personnelle des gens. Moi, je trouve ça le fun parce que la plateforme est en train de s'humaniser beaucoup. Fait que je dirais que, tu sais, TikTok, LinkedIn, Instagram, je les différencie comme ça. Mais c'est pas mauvais d'avoir un même contenu à chaque endroit. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est adapter au moins le contenu visuel. Fait que, tu sais, si tu as un sujet que tu veux aborder, tu peux l'aborder sur toutes les plateformes, mais que sur Instagram, ça soit un reel, sur LinkedIn, ça soit un carrousel, sur TikTok, ça soit un reel aussi ou une vidéo courte, OK? Mais au moins de changer un petit peu le format visuel parce que sinon, s'il y a des gens qui nous suivent à tous les endroits, ils vont se tanner, tu sais. Fait que si on fait du copier-coller partout, ça, moi, je le recommande pas. Le copier visuel et texte, rendu là, ben, tu sais, c'est mieux que rien, mais je le recommande pas. Mais si tu es capable d'adapter ton visuel un petit peu, ça peut vraiment être intéressant, même si tu utilises le même sujet au final. Ça, c'est un très bon truc que je pense que je vais commencer à utiliser parce que je réutilise beaucoup de choses. Mais j'avais aussi entendu parallèlement auparavant quelqu'un qui avait dit que si quelqu'un te suit sur toutes les plateformes et que tu mets le même contenu partout, mais pourquoi est-ce qu'il te suit sur toutes les plateformes et pas une seule? Fait qu'il y a cet aspect-là aussi que je pense qui peut être intéressant, mais faut venir le mixer un peu, je dirais, avec les autres plateformes parce que ça dépend. Vraiment. Puis, il y a aussi moyen de créer un premier contact avec ton consommateur sur une plateforme puis lui dire, si tu veux creuser plus, va sur LinkedIn. Fait que, tu sais, t'abordes un sujet un peu plus en surface sur Instagram puis si tu veux être plus dans l'éducatif, tu vas sur LinkedIn. Fait que t'es capable aussi de transférer des abonnés d'une plateforme à l'autre. Puis si on revient à quelqu'un nous suit sur toutes les plateformes, pourquoi est-ce qu'il laisserait un j'aime 3 fois sur le même contenu? Exact. C'est niaiseux, mais le j'aime ou une interaction sur une publication, c'est une dépense énergétique. Il faut que la personne elle fasse un tout petit effort pour aller laisser son like ou aller laisser un commentaire. Fait que si elle l'a déjà fait sur une plateforme, les chances sont vraiment minces qu'elle le refasse sur les autres. Honnêtement, moi, si je laisse 3 fois le même j'aime sur la même publication, c'est pour ma meilleure amie. Genre, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est très rare qu'on ait autant engagé envers une marque. Fait que c'est important de diversifier juste le format visuel. Par contre, il y a des gens qui nous suivent pas aux mêmes endroits. Fait qu'ils vont voir le contenu juste sur Facebook ou juste sur Instagram. Fait que c'est de trouver, encore une fois, un équilibre. Mais tu sais, créer 3 publications complètement différentes pour 3 plateformes, est-ce que tout le monde a le temps de faire ça? Non. Fait qu'il faut aussi rester dans le réalisme de nos ressources. Ben, c'est ça. Puis je veux dire, je me demandais si... Parce que moi, des fois, je peux passer des heures juste à faire l'esthétique d'une publication et regarder les visuels. Je peux passer juste comme 15 minutes à essayer de regarder quel est le meilleur endroit pour mettre mon logo. Est-ce que... Parce qu'on s'entend, le contenu, c'est naturellement le plus important. Mais est-ce que l'esthétique d'une publication amène une plus value, peu importe le contenu qui va y être? C'est une bonne question. Je pense que l'esthétique est important, mais au final, un contenu qui est hyper intéressant va l'être, même si le visuel, c'est pas un 10 sur 10. Toutefois, le visuel va venir accrocher l'œil. OK? Mais il faut rester aussi dans l'humain, dans l'authentique, dans le raw. De plus en plus, là, tu sais, des filles d'Instagram lichées, est-ce qu'on est capable de connecter avec ça? Pas vraiment. Tu sais, on est des humains, on veut connecter avec du contenu qui est humain, qui nous ressemble. Fait que, tu sais, toutes les trends de UGC puis de contenu créé par les utilisateurs, des ambassadeurs, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce que les gens sont capables de connecter. Tu sais, nous, on le dit à nos clients, là, ton contenu sur les médias sociaux, ça devrait pas être pris par un vidéaste puis un photographe professionnel. Là. Ça, c'est bon pour de la pub, pour venir accrocher puis créer une ambiance autour de ta marque. Mais ta communauté qui te suit, tu veux qu'elle connecte avec toi. Fait que c'est du contenu un petit peu plus raw, du contenu plus authentique. Fait que l'esthétique est pas obligée d'être toujours parfait. Mais c'est important quand même d'en prendre soin. Parce que si tu le fais pas, les gens, ça va leur donner une certaine... Comment j'expliquerais ça? Ils vont se dire, crime. C'est une perception? Ben oui, c'est vraiment une question de perception. C'est de dire,
bon, admettons, on prend une marque de linge. Ben, si ces médias sociaux sont pas esthétiques, on va se dire, ils font-tu des vêtements esthétiques? C'est niaiseux. Mais tu sais, nous, nos médias sociaux chez Vitamine B, il faut quand même que ça soit esthétique parce que sinon, ce qu'on crée pour nos clients, tu sais, cordonnier mal chaussé, comme on dit. C'est ça. Fait que c'est important, mais je pense pas qu'il faut non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis puis comme être obsédé par ça. Je comprends. Puis, un autre sujet dont je sais que tu es également passionnée, c'est l'ambition. Oui! Telle ambitionnelle. Mais une question que je voulais te poser, en fait, c'est que j'imagine que tu es une personne qui est extrêmement ambitieuse aussi. Quand est-ce que l'ambition vient au détriment de notre bien-être et notre santé mentale, selon toi? Est-ce qu'il y a un côté qui peut être négatif à l'ambition? Moi, je pense que oui. C'est drôle, j'avais une discussion avec une amie cet hiver dans une retraite de yoga au Guatemala, puis on parlait de ça. Puis mon amie, elle m'a partagé que le moment où elle a commencé à faire de l'anxiété, c'est le moment où elle a commencé à avoir de l'ambition. C'est à partir du moment où elle se fixait des objectifs, puis qu'elle voulait aller plus loin, puis réussir, puis avancer plus, qu'elle a commencé à devenir anxieuse. Comme si la quête vers mieux était aussi stressante. Puis on s'entend que c'est pas faux. Fait que je pense qu'il faut garder un équilibre. Puis tu sais, oui, je suis passionnée des médias sociaux, du contenu, tout ça, mais ma raison d'être numéro 1, si c'est pas numéro 0, là, tu sais, avant même le marketing, moi, c'est tout ce qui touche à l'équilibre de vie. Puis honnêtement, il faut garder un juste milieu parce que si t'es trop dans l'ambition, moi, je suis sûre qu'on oublie un petit peu l'essentiel, puis on peut devenir facilement obsédé par juste reach the next point, atteindre le prochain objectif. Tu sais, les gens qui disent tout le temps « what's next », qui sont pas capables de se contenter, qui sont même pas capables de savourer leur succès parce que dès qu'ils l'atteignent, ils veulent passer à la prochaine étape. Fait que je pense que c'est bien d'en avoir de l'ambition parce que c'est motivant, puis si t'en as pas, un peu comme je disais tantôt, tu sais, il faut évoluer. Mais je pense qu'il faut garder un équilibre dans notre ambition parce que si on la pousse trop loin, ça peut devenir rapidement anxiogène. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Honnêtement, c'est une excellente question. Je pense que dans la vie, j'ai toujours été quelqu'un qui aime me mettre des buts qui sont assez élevés pour moi-même. Je dirais que j'ai quand même des hauts standards par rapport à ce que j'ai envie d'atteindre. C'est vrai que lorsque j'y pense à, admettons, mon but dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que j'aimerais atteindre, ça me stresse un peu. Parce que je sais pas si... En fait, c'est que je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer d'ici ce point-là que j'aimerais atteindre. Mais ensuite, la question que je me pose, c'est est-ce que ma valeur va changer si j'atteins ce but-là ou non? Aucunement. Tu sais, ça définit rien de moi. Des fois, dans la vie, je crois fermement que la chance et le hasard vient jouer beaucoup plus qu'on aime le penser sur tous nos objectifs qu'on aimerait se mettre. Tu sais, je peux avoir calculé tout ce que j'aimerais atteindre, chaque variable que je peux contrôler, mais reste qu'il va toujours avoir quelque chose qui peut venir hors de mon contrôle et tout détruire. T'sais. 100%. Fait que je pense que c'est être à l'aise avec le fait que oui, c'est bien de te fixer des objectifs parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu te développes, mais faut pas que ça devienne maladif au point de si jamais je l'atteins pas, je vaux rien. Parce que j'ai déjà pensé ça aussi. Ouais. Tu sais, comme c'est vraiment facile de rentrer dans un mindset de ben tu sais, si j'atteins pas ça, je suis pas assez bonne pour faire X, Y, Z parce qu'on te l'apprend à l'école aussi. Tu sais, avec la performance, les examens, même ton cercle d'amis, je veux dire, tout. Être entouré de personnes, automatiquement, en général, on va être porté à se comparer. Oui. Donc, je pense que c'est apprendre à gérer ses attentes qu'on a envers soi-même, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui, exact. Puis je pense aussi que ce qui est important, c'est de définir notre propre ambition sans penser au regard des autres. Parce que pour moi, je peux être ambitieuse, puis pour le gars d'à côté, pas du tout. Ouais. Et vice-versa, tu sais. Fait que je pense aussi que faut pas se juger dans notre ambition. Il faut pas trop la comparer parce que c'est facile que ce soit pas assez, tu sais. L'important, je pense que il faut que notre ambition fasse du sens. Il faut que notre ambition soit liée à un pourquoi. Il faut que notre ambition ait une raison d'être là et non pas juste être une ambition. Tu sais, il faut qu'il y ait une motivation profonde, je pense. Puis dès qu'il y a ça, là, c'est, je pense que c'est là le moment
où le côté anxiété peut peut-être venir s'estomper ou s'apaiser, du moins. Parce que si tu te ramènes à ton why, tu le sais que c'est vraiment aligné envers toi, ben après, ça fait du sens, tu sais. Fait que, trouver un équilibre. Puis toi, c'est quoi ton why? C'est une bonne question. Ben, tu sais, c'est quelque chose qui est difficile, moi, je trouve, à définir. Parce que j'ai juste 27 ans. Peut-être qu'à 50 ans, ça va être plus facile pour moi de dire mon pourquoi je suis venue sur cette terre-là, c'était ça. Puis je l'ai fait, tu sais. Mais en ce moment, ce que je sens qui m'appelle beaucoup, c'est vraiment d'inspirer les autres à cultiver leur propre équilibre. Pourquoi ce why-là? Ben, tu sais, moi, j'ai une histoire un peu particulière. Mon père, il a été malade quand j'étais en bas âge. Il est décédé, j'avais 5 ans. Lui, il avait 39 ans quand il a perdu la vie après avoir eu un cancer incurable. Puis on dirait que ça m'a toujours habité, cette idée-là de faut que tu profites de la vie maintenant. Puis ton équilibre, c'est pas demain que tu vas en prendre soin, il faut que ça soit aujourd'hui parce que demain, il n'est pas assuré. T'sais. Mon père, il s'est sûrement dit toute sa vie, je vais pouvoir en profiter à ma retraite, je vais pouvoir faire ça à ma retraite, mais il n'y en a pas eu de retraite. Fait que depuis que je suis assez jeune, je dirais, tu sais, comme cégep, début d'université, c'est des choses qui habitent beaucoup mes pensées, puis c'est quelque chose que j'essaie d'incarner. Je suis pas parfaite, je suis humaine. On va en parler plus tard, probablement, de mon semi-burnout de cet été. Mais je pense que je suis là en ce moment pour, oui, cultiver mon propre équilibre, mais inspirer les autres à cultiver le leur, puis apprendre à se découvrir là-dedans. Fait que, ouais, diffuser l'équilibre partout. C'est ça, mais je pense que, tu sais, pour le pourquoi, c'est pas nécessairement un seul pourquoi que tu vas avoir tout au long de ta vie, mais c'est plutôt par phase, tu sais. Ouais. Je veux dire, en ce moment, je sais que mon pourquoi, pour moi, c'est de promouvoir, je veux dire, le développement personnel et professionnel des femmes autant que possible en leur offrant des ressources assez diverses. Mais tu sais, je veux dire, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, j'avance 75 ans, mon Dieu, pensons-y pas. Mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Puis, tu sais, tu disais que tu as juste 27 ans. Tu m'as l'air d'une personne qui est tellement plus mature aussi que 27 ans. Puis j'imagine que cette prise de conscience que tu as eue lorsque tu étais très, très jeune a dû venir influencer aussi tout ton parcours. Puis potentiellement, je pense que, en général, j'allais dire parce que plus tu as d'ambition, plus tu sais que tu peux atteindre énormément de choses. Puis on dirait que l'ambition peut pas être sur le jour même, mais juste sur le long terme. C'est vrai, ça nous éloigne du moment présent, dans le fond. C'est ça, fait que c'est un peu comme un paradoxe, j'ai l'impression. Ah, j'aime ça. Ouais. Fait que... Mais c'est ça, je veux dire, parce que c'est ça que tu m'as fait réaliser, parce qu'on est toujours concentré. Oui, naturellement, c'est tellement important de vivre dans le moment présent. Puis l'histoire comme les tiennes, moi, je peux même pas imaginer perdre mes parents, puis à quel point ça doit être difficile. Donc, juste avoir cette pensée-là, parce qu'on oublie aussi, on est tellement porté à toujours vouloir penser à dans le futur, qu'est-ce que je vais atteindre, X, Y, Z, qu'on oublie d'être dans le moment présent, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mais justement, un autre sujet duquel tu viens de parler, c'est ton burn-out. Est-ce que tu veux nous en dire plus? T'es passé très, très près du burn-out sans en faire un. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pour vrai, je sais même pas si j'en ai fait un. Tu sais, burn-out, c'est une grosse étiquette. Épuisement professionnel. On essaie de mettre des mots sur ce qu'on vit. Au final, j'ai-tu fait un burn-out? J'ai-tu pas fait un burn-out? Je le sais pas. Ce que je sais, c'est que je me suis rendue vraiment, vraiment, vraiment proche du point où il aurait fallu que je m'arrête vraiment plus longtemps pour revenir à une BA que je dirais plus normale. OK? J'ai vécu quand même des gros défis, autant personnels que professionnels, dans les derniers 6 mois. Puis je pense que ces défis-là m'ont amené à me déconnecter un petit peu de mes besoins à moi. Ça a été les besoins de mon entreprise qui ont passé en premier. Puis c'est des choses qui arrivent, dans le sens que perdre une employée, t'as des clients à servir, faut que tu la remplaces, puis ça s'ajoute à la charge de travail déjà planifiée. Fait que c'est normal de des fois faire un peu d'over, OK? Mais que ça arrive sur 6 mois parce que t'enchaînes les défis après les défis. À un moment donné, pour moi, c'est devenu la norme de travailler la majorité des soirs de semaine, travailler la fin de semaine, que ce soit même juste 2 heures, là, genre 2 heures le samedi matin. Moi, je m'en rendais pas compte. Même que des fois, ça me faisait du bien. Je me disais, je prends de l'avance sur ma semaine, je fais mes courriels avec mon petit café le samedi. Mais j'ai négligé l'importance de déconnecter mon cerveau du travail.
Puis ce qui est arrivé, dans le fond, c'est juste que je pensais juste à l'entreprise, puis je pensais plus à moi. Fait que, tu sais, partir une fin de semaine en randonnée, chose que j'aime faire et que je faisais avant, je le faisais plus. Je nourrissais ma business, mais je nourrissais plus vraiment mes besoins personnels. Puis, c'est drôle, mais un des, entre guillemets, symptômes que je suis capable de te nommer, c'est un genre de petit sentiment de frustration constant qui t'habite. Puis t'es comme un peu irritable, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais, comme des fois quand t'es dans tes SPM, là. Ah ouais. Je sais exactement ce que c'est. Tu comprends pas, t'es un peu fru, tout te gosse. Mais là, c'est comme si, pas à ce niveau-là, mais insidieusement, je me sentais tout le temps un petit peu frustrée. Puis je savais pas pourquoi. Puis même que je pense même pas que si je retourne en arrière, je suis capable de dire que je savais que je me sentais de même. Là, c'est avec du recul que je réalise que, mon Dieu, j'étais bien fru tout le temps. Tu sais, parce que là, je suis vraiment mieux. Mais il y avait un petit sentiment de frustration qui était tout le temps là. Puis à la fin, quand je me suis arrêtée, tu sais, j'ai pris une semaine de vacances, puis honnêtement, ça a été un reset, puis genre, back on track, là, OK? Mais si j'avais continué peut-être un autre mois comme ça, j'aurais peut-être dû prendre 1 mois off, 2 mois off. Tu sais, des burn-out, des fois, ça peut être vraiment long avant de s'en remettre. Il y en a que ça prend des années, là. C'est pas drôle. Moi, je m'en suis rendu compte, je pense, à temps de ma fatigue. Mais à la fin, j'avais plus le goût de rien. Je regardais mon agenda. Premièrement, je dépassais jamais le 40 heures par semaine. Fait que là, j'étais comme, voyons, je comprends pas. Je travaille pas plus que 40 heures par semaine. J'aime mon entreprise, j'aime ce que je fais, mais ça me tente pas. Puis là, il y avait une sorte d'incompréhension. Fait que je me suis dit, il est où le problème? Puis dans le fond, le problème, il était au niveau de, justement, déconnecter mentalement. J'arrivais pas à me sortir des projets. Tu sais, je pensais tout le temps à ça. Puis on s'entend que c'est facile de tout le temps penser à ça parce qu'on est passionné. Exact. OK? Fait que quand t'es entrepreneur, là, c'est comme normal. Mais à un moment donné, il faut déconnecter. C'est là où notre cerveau se repose, puis on arrive, puis on est tellement plus efficace, tellement plus motivé, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment ça, le petit sentiment de frustration. Le fait que j'avais plus envie de rien faire, même si chaque tâche de mon agenda, c'est des tâches qu'habituellement, j'adore faire. Tu sais, c'est pas des tâches plates, là. Puis quand je me suis rendu compte de ça, ben là, j'ai fait, c'est pas moi, ça. Moi, je suis une fille qui est travaillante, qui est persévérante, qui aime faire des projets, qui mord dans la vie. Là, j'avais comme plus le goût de rien. Je commençais mes journées. J'étais déjà essoufflée avant même d'ouvrir mon ordinateur. Fait que j'étais comme, il y a de quoi qui marche pas. Fait que je me suis dit, là, je vais prendre une semaine de vacances off, complète. Et honnêtement, j'ai rien fait. Tu sais, habituellement, quand tu as des vacances, là, tu vas en profiter, tu fais des plans, des activités, tu fais des road trips. Je suis restée chez nous. La seule chose que j'ai faite, c'est aller au festival d'été, voir quelques spectacles de musique. Je peux aller tous les soirs. Puis sinon, j'ai dormi, j'ai lu, j'ai redormi, fait des siestes sur le bord de la piscine. J'ai marché avec mon chien, mais j'ai pas fait de sport pendant 11 jours. Puis moi, j'étais une fille qui court à tous les jours, qui s'entraîne. Ça me prend ça. Là, mon corps, là, il avait juste besoin de repos. Puis c'est exactement ce que je lui ai donné. Puis je pense que c'est pour ça que maintenant, aussi rapidement, je vais mieux. Parce que je me suis écoutée. Je suis pas allée à contre-courant de ma fatigue. J'avais le goût de faire des activités puis d'avoir envie d'en faire, mais je l'avais pas. Puis je me suis respectée. Puis souvent, je pense qu'il est là le problème. C'est qu'on va à contre-courant de nos besoins. Ce qu'on veut n'est pas nécessairement ce dont on a besoin. Puis ça, c'est vraiment difficile de faire la nuance parce que quand tu as de l'ambition, tu veux tout le temps. Mais des fois, ce que tu as de besoin, c'est juste arrêter. Fait que, tu sais, c'est-tu un burn-out? C'est-tu pas un burn-out? Je suis pas capable de dire, mais j'étais fatiguée. J'étais plus moi-même. Puis ma semaine a vraiment fait du bien. Puis depuis que je suis revenue, j'ai un horaire réduit. Fait que je travaille moins d'heures par semaine. Je suis à peu près à du 33 heures. Tu sais, c'est quand même presque un temps plein. Mais je finis plus tôt. Fait que j'ai du temps. Si j'ai une activité le soir, avant mon activité, je suis pas rushée à OK, il faut que je me prépare, je pars. J'ai du temps pour m'étendre sur ma galerie, aller marcher avec mon chien, juste rien faire. J'ai de l'espace. Parce que ça aussi, je pense que c'est très prenant mentalement d'avoir un horaire qui est booké back à back. Puis ça, là, c'est moi. J'arrêtais pas, là, mon agenda, les codes couleurs. Je suis vraiment organisée. Mais des fois, d'avoir comme pas de structure, puis pas de plan, puis
puis juste de la spontanéité, c'est important aussi. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé cet été. Puis je suis contente que ce soit arrivé, même si c'était vraiment difficile, là. C'est sûr que quand t'es les deux pieds dans ton caca, c'est jamais le fun. Mais quand tu t'en sors puis que t'es capable d'avoir un petit peu de recul, je pense que c'est important de cultiver de la gratitude pour ces défis-là puis ces passes qui sont plus difficiles parce que c'est là-dedans qu'on grandit le plus. Ma mère, elle me l'a toujours dit. Béatrice, quand t'étais enfant, il fallait que tu pousses les limites au maximum. Mais j'ai poussé ma limite. J'ai pogné un mur de carton, pas un mur de béton. Tiens, je dirais ça comme ça. Le choc était moins rough. Exact. Mais je m'en suis rendu compte à temps. Puis pourquoi je m'en suis rendu compte? C'est parce que sans cesse, je me questionne. Je vais-tu bien ou je vais pas bien? Je reste à l'affût, je prends des moments pour me connecter avec moi. Puis même si ça l'a pris quelques mois, l'important, c'est que je m'en sois rendu compte. Il y en a là qui sont sur le pilote automatique puis qui se posent même pas la question. Ils prennent pas le temps de s'arrêter. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, tu sais, de te rendre à un certain point où tu te dis, crème, OK, je suis pas bien, là. Oui, ben oui, c'est sûr, là. Mais je veux dire, je pense que quand t'es quelqu'un, justement, qui a son entreprise, c'est tellement difficile en tant que... Ben, je sais pas si toi, t'es incorporé au travail autonome, mais... incorporé. C'est ça. Mais tu sais, quand t'as ton entreprise, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre toi versus ton entreprise. Donc, où est-ce qu'est cette limite? C'est quand même assez complexe. Tu sais, je veux dire, moi, il y a des fois, là, comme... Je suis une fille qui a toujours adoré avoir un horaire hyper chargé, entre sortir dans des événements, rencontrer des nouvelles personnes, avoir 1000 différents projets, travailler. Comme, moi, c'est ça qui m'allume. Mais c'est sûr que vient un moment où faut que tu te poses et que tu réalises, wow, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mets ma santé de côté pour faire toutes ces activités qui, oui, me tentent, mais qui sont pas nécessairement bénéfiques pour moi en ce moment? Puis, il y a aussi une partie de moi qui était comme... Je pense que je m'en mettais autant aussi parce qu'il y a des fois, j'avais pas envie de voir les émotions que j'avais réellement. Merci. Oui, nommons-le. Ouais. On s'overbook, puis ça, c'est éviter nos émotions. Exact, c'est de l'évitement. Juste pour, justement, pas avoir à penser à toutes aussi les choses que j'ai à faire. Puis, quand tu disais que même si tu travailles pas, ta tête run toujours. Je me lève le matin, comme des fois, il est 8 heures, mon cerveau commence à runner. Je suis comme, OK, j'ai ça à faire. J'ai ça comme nouvelle idée. Il faut que je me l'écrive. Après ça, le soir, je vais apprendre sur tel nouveau sujet. Fait que là, je vais être comme, OK, il faut que je me fasse un cours là-dessus. Il faut que j'écrive à telle personne. Ça n'arrête jamais. Tu sais, peu importe l'heure de la journée, il y a toujours quelque chose dans ma tête qui va runner. Mais des fois, c'est tellement difficile de juste faire une pause. C'est pour ça, moi, comme dans mon podcast, ça fait depuis le mois de fin mai environ, j'ai pris une pause. Puis dans ces moments-là, par contre, j'ai toujours cette peur de « Ah, est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que, tu sais, ça devient irrelevant, pardonnez l'anglicisme? » Mais les gens en tant que tels, en général, ce que j'ai appris, c'est qu'ils le remarquent même pas. C'est juste quand tu reviens qu'ils sont comme « Ah, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai vu. » Ils vivent leur vie. In the meanwhile, en attendant, là, ah oui? ça change absolument rien. Vraiment. Comme, je ne sauve pas des vies. Donc, le fait que je prenne une pause n'est pas du tout la fin du monde. Non. Et c'est sain d'en prendre. Oui. Mais c'est ça que j'essaie de me dire aussi, parce que des fois, je me sens mal. Je suis comme, où est la limite entre devoir travailler et prendre une pause? Mais je pense que trouver cette balance-là, puis j'apprends aussi à connaître mes cycles comme d'énergie, tu sais. Parce que on s'entend, là, avec un cycle menstruel. Aussi. C'est pas constant. Non. Puis, tu sais, je veux revenir sur deux choses. La première, tu sais, tu parlais du sommeil, tu parlais de le sport, bien manger, tu fais du bien, blablabla, ça. tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui prône l'équilibre, OK? Je prône partout, que tu sois avec moi dans un resto ou sur les médias sociaux. C'est vraiment quelque chose là, qui est ancré. Et malgré ça, je me suis rendue à être fatiguée, tu sais. En surface, je faisais du sport tous les jours, je mangeais bien, je dormais bien, je travaillais pas plus que 40 heures. Puis, j'étais fatiguée. Fait que, tu sais, des fois, on regarde un peu les symptômes en surface, mais il faut creuser plus loin. Moi, j'ai pas eu le choix, là, parce que c'était tout pas ça, le problème. Le problème, c'était la charge mentale, la pression, le stress. Ça vient d'où, ça, cette charge mentale-là, ce stress-là, la pression? L'ambition. Exact. Hier, j'ai passé à la radio, puis on m'a demandé, ça a été quoi le piège de se lancer en entreprise? Je dis, le piège, c'est la croissance. Puis c'est drôle, j'en ai parlé sur un autre podcast aussi. On veut tout le temps ça. On veut grandir, on veut croître nos business. Les banques, ils veulent investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance. On peut-tu juste comme pas vouloir ça aussi? Parce que la croissance, ça vient avec un lot de responsabilités puis un lot de stress. C'est engager des employés, c'est avoir un plus gros payroll, c'est avoir un cash flow qui est plus serré parce que ce qui sort à chaque 2 semaines, c'est 20 000 $ parce qu'il faut que tu payes tes employés. C'est stressant, ça.
Fait que, tu sais, l'ambition, là, c'est juste que où on l'amène, c'est important. Fait que le parallèle que je voulais faire, c'est justement, des fois, c'est pas juste des choses en surface comme le sport, le sommeil et tout ça. Parce que moi, tout ça, ça allait bien, mais j'étais quand même pas bien en dedans. Puis c'était la charge mentale, c'était la fatigue mentale vraiment qui causait problème. L'autre chose que tu as dit, c'est quand on est entrepreneur, c'est difficile de faire la distinction entre nous puis notre business. Souvent, on s'identifie beaucoup comme étant notre business. Puis je discutais avec une de mes amies, puis elle me disait, moi, là, c'est mon travail. Je rentre du lundi au vendredi, puis de 8 à 5, je fais ma job. Mais c'est mon travail parce que j'ai envie de vivre autour de mon travail. Quand on est entrepreneur, là, est-ce qu'on dit que c'est notre travail? C'est un état d'être. Puis quand j'ai eu cette discussion-là avec mon ami, j'ai fait « What? Pardon? Faut arrêter? » Ben, OK, il faut arrêter. Non. OK, je vais pas faire de faut arrêter. Faut pas faire de généralisation, mais je pense que quand t'es salarié versus entrepreneur, tu penses même pas comme ça. Mais il faudrait peut-être qu'on pense un peu plus que notre business, c'est notre travail, c'est pas nous. Intéressant. Fait que c'était l'autre petit parallèle aussi. Puis un autre parallèle, tu disais... je me rappelle plus qu'est-ce que tu disais, mais ça m'a fait penser. On opère, mais on n'opère pas à cœur ouvert. On opère nos business, on opère nos projets, mais on n'est pas des chirurgiens. Il n'y a rien qui presse. Les gens nous oublient pas. C'est ça, quand tu parlais, les gens vont-tu m'oublier? C'est comme partir un an à l'étranger, là. Les gens, ils vivent leur vie, puis quand tu reviens, ils sont juste bien contents, mais ils t'ont pas oublié. On se met beaucoup de pression d'être constant en ligne, mais les gens s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent compte après. C'est ça. Vraiment. C'est comme à un moment donné, j'avais entendu aussi comme dans la vie en général, quand on a peur que les gens nous jugent par rapport à quelque chose. Quand, mettons, tu tombes en public, OK? L'affaire la plus malaisante qui peut arriver à quelqu'un, mettons, t'es dans les marches, c'est l'heure de pointe, t'es dans le métro, tu tombes en pleine face avec tout le monde autour de toi, t'as l'impression que, oh my God, ma réputation, tout le monde va croire X, Y, Z. C'est sûr que dans le moment, les gens t'ont probablement remarqué. Mais sur le long terme, il y a absolument personne qui va se rappeler de ça dans sa journée comme... Et ça a marqué absolument personne sauf toi. Puis le fait que tu sois encore malaisé par rapport à ça, c'est juste que tu le remémores encore et encore et encore de ta perspective. Mais les gens, au final, ils s'en foutent. Fait que je pense qu'il y a aussi une partie d'apprendre à faire des décisions par rapport à nous-mêmes et non cette pression externe. Ouais. Parce que j'ai l'impression aussi que la performance va toujours être liée à de la comparaison. C'est toujours pour ça que l'ambition est si proche, je pense, de performance, stress et tout ça. Mais une fois qu'on se distingue, je sais pas si c'est le bon mot en tant que tel, on se concentre sur nous. Ouais, c'est ça, exactement. Une fois que tu délaisses cette pression externe, j'ai l'impression que c'est là que tu peux commencer aussi à avoir un mindset plus sain, puis avoir de la gratitude, puis être plus calme, si je peux dire. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis se comparer, c'est pas mauvais. Parce que des fois, tu sais... Mais comparer à soi-même. Oui. Mais même se comparer aux autres. Parce que, je veux dire, des fois, on se compare, on se console. C'est pas faux. Tu sais, on se compare, on se console. Mais je pense que l'important, comme tu dis, c'est vraiment de se comparer à nous-mêmes puis de se dire, OK, est-ce que je suis une meilleure version qu'hier? Tout simplement, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça pour revenir à ta question initiale. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, ta fatigue et tout. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Puis honnêtement, je pense que juste ça, de plus travailler la fin de semaine, plus travailler les soirs. J'ai aussi des mauvaises petites habitudes du genre aller lire mes courriels puis aller lire mes messages sur Slack pendant mes pauses. Ben non, arrête Béa. OK? T'es en pause, là. C'est correct que tu déconnectes. Déconnecte, c'est ça. Fait que juste ça, on pourrait s'en parler dans 6 mois. Mais à date, ça fait déjà un vraiment bel effet. Puis qu'est-ce que tu penses qui a le plus d'impact sur ta santé mentale en tant qu'entrepreneur? Ben c'est sûr que tu as le volet mode de vie. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a parlé en surface, là, c'est quand même important. Là. Oui, c'est sûr. Le sport, bien dormir, bien manger. Le deuxième volet, je pense, les gens dont tu t'entoures. C'est tellement important d'avoir des gens qui nous supportent, d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller, puis d'avoir aussi des gens qui vibrent au même niveau d'énergie que nous. Je suivais une masterclass l'automne dernier en ligne, puis la femme, elle avait dit quelque chose de vraiment intéressant qui m'a marqué, puis comme ça m'habite tout le temps, cette phrase-là. Elle disait, c'est souffrant pour le corps d'être en présence de gens qui ne vibrent pas au même niveau d'énergie que nous. On prend un silence.
puis on va réfléchir à ça. Que tu sois vraiment dans un high energy ou dans un low energy, quand il y a quelqu'un qui est full intense à côté de toi, puis toi, t'es vraiment calme, ça gosse. Oui. Puis l'inverse aussi, quand t'es full high, puis que la personne est genre... ça gosse aussi. Puis ça, je pense que c'est important quand t'es entrepreneur, t'as la liberté de t'entourer des gens que tu choisis. Fait que c'est tellement game changer, honnêtement, d'avoir les bonnes personnes dans ton équipe, les bonnes personnes qui t'entourent. Puis ça contribue à la santé mentale. Parce que quelqu'un qui ne fit pas, puis qui habite tes pensées, puis qui te cause du stress, c'est vraiment néfaste. Même si tout le reste va bien, cette personne-là, ça peut faire une grosse différence. Fait que les choses en surface, la santé physique, je dirais. Après ça, les gens dont tu t'entoures. Puis honnêtement, la santé mentale, tu sais, le stress financier, qui est plus souvent qu'autrement la préoccupation numéro 1 de tous les entrepreneurs. Je ne veux pas faire de généralisation encore une fois, mais tu sais, on s'entend que partir une business, avoir un cash flow qui est stable, avoir du financement, c'est stressant. Puis c'est pas toujours facile. Ben, moi, je me suis rendu compte que le stress financier, j'aime pas ça en vivre. Il y a des gens qui sont vraiment capables de bien vivre avec l'incertitude, avec le risque financier, avoir des grosses dettes. Moi, honnêtement, j'ai parti vitamine B, j'ai aucune dette. Ouais. Je me suis acheté un ordi puis un sel. That's it. Puis là, j'ai bâti mon cash flow, ça va bien. T'sais. J'ai pas eu des gros investissements comme une entreprise en construction, par exemple, doit s'acheter de l'équipement, tout ça. Mais je suis pas faite, moi, pour vivre avec un stress financier. Ouais. Puis la croissance est associée à ça. Plus tu grandis, moi surtout, je suis une entreprise de services. Fait que c'est pas scalable comme une entreprise de produits. Moi, ça grandit si j'ai des ressources humaines de plus. Mes filles peuvent pas devenir plus efficaces. À un moment donné, il y a comme une limite à la productivité, on s'entend? Oui, c'est sûr. On n'est pas des robots. Fait que plus tu grandis, plus t'as de dépenses. Puis là, mettons que tu perds 3 clients d'un coup. Il y a un délai avant de retrouver du travail puis des sous pour que ça se rééquilibre. Fait qu'à chaque fois que tu embauches quelqu'un, c'est un risque de plus. Puis, ben moi, j'ai grandi quand même. Vitamine B, j'ai commencé toute seule. Maintenant, j'ai 4 employés. J'en avais 5 avant le début de l'été. Plus tu as d'employés, plus c'est un risque financier. C'est sûr. T'sais, fait que moi, je dirais ça. Le stress financier, ça doit affecter pas mal d'entrepreneurs. Ben, c'est ça. Puis je pense même pas juste les entrepreneurs, les gens en général. Ah oui, ben Tout oui. le monde est stressé. On s'entend, l'argent, il faut en avoir un minimum pour pouvoir bien. Ta pyramide de Maslow, si tes besoins physiologiques sont faits, au moins t'as ça. Mais reste qu'après ça, les plus one, on vit dans une société capitaliste. Naturellement, on a besoin d'argent, mais faut trouver un moyen de conscientiser aussi par rapport à la valeur de l'argent. Comment bien investir. Je recommande Elle investit. C'est pas du tout sponsored, mais j'adore son livre. Mais ouais, définitivement. Je pense que c'est 3 excellents points à amener pour la santé mentale. Puis savoir aussi comment les gérer et les optimiser, je dirais. Ouais. Pour chaque personne, ça va être différent. Juste trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Exact. Puis en général, en fait, la dernière question que je pose à toutes mes invitées, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Ben, je pense que être femme, c'est différent pour chaque femme. On incarne la féminité, chacune à notre façon. Puis c'est drôle, cet hiver, là, quand j'étais au Guatemala, c'était une retraite de yoga, puis la thématique, c'était Sacred Feminine Energy. Nice. C'était vraiment pour reconnecter avec notre féminin. Puis je vais te partager un peu l'introspection que j'ai faite après cette retraite-là, puis pendant aussi. Moi, longtemps, il y a une partie de moi que je refoulais ou que je montrais pas beaucoup parce que je trouvais pas ça féminin. Okay? Le volet un petit peu plus joueuse, le volet espiègle, ricaneuse, un peu enfantin, qui fait des blagues, qui est comme, tu sais, versus le côté un peu plus girl boss, ambitieuse, femme d'affaires. Ça, moi, c'était comme ça, c'est féminin, puis ça, c'est enfantin. Puis pendant la retraite, je me suis rendu compte, dans le fond, que non, tout ça est féminin. C'est pas des opposés, c'est juste la totalité de qui je suis. Fait que, qu'est-ce qui me rend fière d'être femme? Ben, je dirais, je suis fière d'incarner toutes ces facettes-là, puis que ça soit tout féminin. Ouais. J'aime beaucoup. J'adore aussi tout ce qui est justement énergie féminine, masculine. Ça n'a aucun rapport avec les sexes. Le genre. Exactement. Non. Ça n'a aucun lien. C'est vraiment juste en termes
de comment j'avais compris, c'était plus recevoir et comme provide. Ouais. J'ai oublié le terme en français. Fournir, fournir, ou, ouais, c'est ça. prendre en charge. Exact. J'ai l'impression que en tant que femme aussi, il y a une grosse partie de nous qu'on refoule justement parce que la société nous dit que tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. Puis juste apprendre à reconnecter avec qui t'es réellement, c'est effectivement très thérapeutique, si je peux dire aussi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette réponse par rapport à qu'est-ce qui te rend fière d'être femme. Bon, t'es fine. Ben écoute, Béatrice, merci énormément d'avoir passé cette dernière heure avec moi. C'était un plaisir d'en apprendre sur toi, ta compagnie et toutes tes belles ressources. Donc, merci beaucoup. Hey, merci à toi, Juliette.